Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le vrai monde. Notre invité était là le mois précédent. Bonsoir Annie. Bonsoir Pierre. Bonsoir Stone. Vous aviez accepté en février de nous parler des films qui ont marqué votre vie. Et dans cette seconde émission, on va passer les 3 derniers en revue. Je rappelle les premiers: Le Spoons de Pagnol, Oliver de Carol Reed, les producteurs de Mel Brooks, La guerre des étoiles de George Lucas et West Side Story de Robert Wise. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de votre maman ? Ah oui, ma maman. Celle qui a fait du vélo dans l'Allier pendant la guerre. Pas dans l'Allier, à Paris. Elle était à Paris à ce moment-là. Oui, oui. Ah oui, elle travaillait à l'époque. Elle travaillait à Mogador. Donc, elle chantait. Elle faisait partie d'une revue. Une opérette à l'époque, quoi. Mais elle me dit, c'était pleine guerre, donc il y avait les Allemands dans la salle, c'était redoutable. Et elle habitait à Alfortville à l'époque, et elle repartait à minuit tous les jours avec son vélo en plein hiver pour rentrer chez elle. Enfin bon, elle me racontait tout ça. Bon, elle a fait l'Exode et tout ça, enfin toutes ces histoires. Et elle avait écrit tout ça elle écrivait très très bien aussi, ma maman. Elle avait écrit tout ça au jour le jour, dans un livre. Et ma grand-mère, à la fin de la guerre, a dit « Oh, toutes ces conneries, là, allez hop, poubelle !» Et hop, elle l'a jeté. Donc, on n'a jamais vu sa prose. Mais bon, ma maman, c'était quelqu'un de fabuleux. Dans les films que vous avez choisis, il y a très peu de figures maternelles. Oui, bizarrement. Parce que j'ai eu tout ce qu'il fallait avec ma maman. Faut croire, ça doit être ça. Est-ce qu'on verra un jour, je plaisante, oui. Est-ce qu'on verra un jour les films que faisait Michel Jonas en Super 8 pendant vos vacances ? Ça, c'était génial. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Ah, Michel, il était déchaîné. Alors, je ne sais même pas où ils sont. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui les a ou s'ils ont été perdus. Ça remonte à tellement longtemps. Mais alors, je me rappelle la grosse caméra en 16 qu'on avait, parce qu'évidemment, il fallait acheter le dernier modèle. Parce qu'à l'époque, c'était encore très... dans les années 60, 70, on n'avait pas beaucoup de moyens. On avait racheté le projecteur du Gaumont Place Clichy pour passer ça chez nous, pour avoir puis les films avec les grosses bobines énormes. Il y avait deux bobines. Et on était 3 simplement chanteurs à faire ça. Il y avait donc Eddie Mitchell, qui était aussi très, très féru de tout ça. Ah oui, après, ça, on l'a prouvé avec la dernière séance et tout ça. Il y avait Jonas aussi qui adorait ça, filmer des choses, et puis surtout les films qu'on projetait, quoi. Alors ça, il n'y en avait pas beaucoup, hein. À l'époque, il y avait La Grande Vadrouille, Le Cornio, des trucs comme ça. Voilà, c'était ce genre de film. Comme je le faisais remarquer en début de l'émission de février, il y a assez peu d'histoires d'amour dans les films que vous avez choisis. Mais parce que l'amour, vous le vivez dans la vraie vie, vous n'avez pas besoin de projection. J'aimerais que vous nous racontiez quand même la petite mise en scène qu'a utilisé votre compagnon toujours d'aujourd'hui, Mario, pour se faufiler sur scène, pour arriver à votre hauteur pendant un spectacle. Ah oui, ça c'était drôle, oui. Non, mais c'est un petit gag, hein, ça n'a rien de spécial. Non, on est parti en tournée avec Mario. J'étais à l'époque toujours avec Éric Chardin, marié. Bon, on était un peu en froid, faut reconnaître que c'était plus tout à fait ça. Voilà, chacun vivait un peu sa vie, surtout lui d'ailleurs. Et il s'est trouvé qu'on s'est retrouvé, comme tous les ans, à créer une troupe, parce qu'il fallait toujours, pareil, on en revient à ça, aux bandes et tout ça. Fallait sur scène essayer d'avoir, c'était très à la mode. Michel Fugain a fait le Big Bazar avec un énorme succès, et je trouvais ça fabuleux de pas se contenter de faire un tour de chant traditionnel, y avoir des gens derrière qui dansaient, qui chantaient avec des couleurs, c'était super joli. Et moi, je voulais absolument trouver un groupe comme ça autour de nous pour un peu apporter un sang neuf, quoi, dans notre tour de chant. Et il s'est trouvé que Mario faisait partie de troupe qui s'appelait Attention, avec Nicole Rieu, qui était la chanteuse du groupe, qui avait fait un joli succès avec Je suis. Et du coup, on les a engagés pour la tournée d'été de 1975. Voilà. Et Mario faisant partie de la bande, bien sûr, il passait en première partie, il faisait tous leurs numéros. Et puis après, quand on attaquait notre partie, il faisait les chœurs. Et à la fin, bien sûr, du tour de chant, chacun venait en bordure de scène, on se prenait par la main et on saluait. Voilà. Et Mario se retrouvait à l'autre bout, et puis par hasard, je ne sais pas comment il a fait, un beau jour, il s'est retrouvé à côté de moi. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu
peu le côté, quand on se prend la main, un peu comme dans certains films où c'est tout de suite. Voilà, donc là, il y a eu un petit côté comme ça. On s'est pris la main. Enfin, moi, j'avais toujours les mains très froides, lui très chaudes. Donc, il y avait un espèce de... C'était bien, le mélange, quoi. Voilà. Et puis, par la suite, bah voilà, ça c'est... Disons un peu... Il a fallu du temps, hein, ça a mis du temps, mais on s'est rapprochés de plus en plus. Ce qui est long et bon. Exactement, tout à fait. Alors, les 3 derniers films de votre panthéon de 8, il a fallu se résoudre à 8. Rencontre du troisième type, Oui. E.T. et Retour vers le futur. Ah oui, on est bien dans un domaine bien particulier. Allez, on va écouter un extrait de Rencontre du troisième type de Spielberg. Mais qu'est-ce qui va pas? Tout va bien ou très mal, je sais pas, mais je blague pas, je te jure. Allez, Il y a viens, un viens. accident. Mais non, c'est pas un accident. Tu voulais sortir ce soir, non? Alors on sort. Je voulais sortir, mais pas à 4h du matin. Roddy, il y a quelque chose qu'il faut que tu vois absolument. C'est très important. Ouais, d'accord. Je viens, mais qu'est-ce qu'on fait des enfants? Et quoi? Ah, les enfants, je vais les chercher. Sylvia, lève-toi, on va voir un truc dément. Allez, Toby, Brad, debout tous les deux, venez. C'est mieux que le train fantôme. Venez. Est-ce que Steven Spielberg est à l'image ce que Pierre Rabhi est aux idées pour vous? Oui, ça se rejoint, c'est vrai. Oui. Ça se rejoint beaucoup. Et moi, je suis une admiration totale devant ces gens-là. Spielberg, évidemment. Pierre Rabhi, ça a été... il est parti il n'y a pas longtemps, mais c'est un homme aussi. J'ai rencontré à différentes reprises vraiment des gens hors du commun, comme on dit. Alors, ce qui est très frappant, je trouve, dans Rencontre du troisième type, que j'ai revu grâce à vous, c'est à quel point ce scientifique, donc joué par Richard Dreyfuss, pour pouvoir mener à bien sa quête, délaisse son épouse. Oui, bien sûr. Oui, et même, on l'a entendu en extrait, ses enfants. Ses enfants, bien sûr. Sa femme lui dit, et les enfants? Ah oui, les enfants. On les prend, oui, c'est ça. Je me souviens d'une remarque de William Scheller qui disait: il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas être un artiste fantastique et un père formidable. Ah oui, je suis bien d'accord avec lui, bien sûr. Bah oui, on est quand même limité, les personnalités. Quand il y a vraiment une passion dévorante, on peut pas en même temps tout faire, quoi. C'est ça. Et je pense que justement, ces gens qui sont des passionnés à différents niveaux, ils peuvent pas englober dedans la vie familiale avec tout ce que ça comporte, parce que la vie familiale, il y a un petit côté aussi, bah voilà, un peu fastidieux, quoi. Faut bien dire ce qui est. Donc ces gens-là, bah voilà, ils sont pris par leur passion, quelle qu'elle soit, et que ce soit des grands artistes ou autres, et il a tout à fait raison, William Scheller, bien sûr. Est-ce que vous diriez que dans l'éducation que vous avez donnée à vos enfants, ou offerte, il y a eu un tome 2? C'est-à-dire que le tome 1, c'est effectivement, on s'occupe pas assez de ses enfants, vous en parlez dans le livre. Est-ce qu'on se dit sciemment quand on est maman, et qu'on aura presque une deuxième chance? Non, pas trop, non, je crois pas. Non, moi je sais que ça m'a... Moi j'ai la chance, justement, je pense que c'est une chance de pas être trop bouffé, enfin disons, trop happé par mon métier, pour pouvoir justement consacrer une grande partie du temps et de l'énergie aux enfants. Moi, c'était essentiel, quoi. Et d'ailleurs, les toutes premières années, quand mon fils est né, j'en ai beaucoup souffert parce qu'on était trop happé par tout ça et que j'étais très peu chez moi et que voilà, c'était quelque chose pour moi de très douloureux, quoi, de pas être la maman normale, entre guillemets. Et c'est pour ça que dès que il y a eu 10 ans d'écart entre les 2 premiers enfants, et je me suis dit la prochaine fois, là, ce coup-là. Je vais pas rater l'affaire, là. Il faut que j'assure. Là, il y aura pas une histoire de tournée, de chansons, de disques. Non, c'est maman au foyer, classique. Est-ce que votre amour pour Rencontre du troisième type, au-delà du grand spectacle, c'est pas aussi, vous en parlez beaucoup à la fin de votre livre, votre conviction que ce n'est pas possible que l'être humain soit seul dans l'univers? Ah ben ça, c'est une conviction. Ça, c'est un truc que j'ai toujours ressenti. J'ai été dès mon plus jeune âge attirée par tous les livres de science-fiction déjà. J'en ai lu énormément. Après, je suis tombée sur Eric Chardin, qui est encore plus frénétique que moi. Alors évidemment, ça va avec lui. C'était Adamski qui l'adorait, c'est ça? Georges Adamski. Oh, c'était drôle. Il y avait la petite anecdote qu'on était à Megève en vacances. Et puis il va à la librairie et il dit: vous auriez des livres, des ouvrages sur Georges Adamski? Et la fille lui dit: bah tout ce qui est sur le ski, c'est au fond à droite. J'ai bien marré avec ça.
Oui, Georges Adamski, bah oui, il y avait toute l'histoire avec le Vénusien qu'il avait rencontré. Enfin bon, je connais tout ça par cœur. Et moi, pour moi, les extraterrestres, c'est un truc, ça serait mon rêve de faire une rencontre du troisième type, quoi. Je trouve ça génial, quoi. Je trouve tellement, comment on peut dire, joyeux, heureux qu'on soit pas seul, quoi, quelque part. Qu'il y ait d'autres. Alors, quel que soit après voilà, les rapports qu'on peut avoir avec eux, s'il y en a un jour. Mais bon, c'est quelque chose, moi, qui me passionne, ça, oui. Votre maman a vu des fantômes? Oui, alors ça, c'est autre chose, c'est différent. On n'est pas avec les extraterrestres. Non, mais on est avec peut-être des intraterrestres, des gens qui sont toujours Bien là. sûr, J'aimerais que vous pourquoi nous pas. racontiez cette anecdote sur ce chauffe-eau qui explose sur Oui, cette maison. ma maman, comme beaucoup de femmes, était quelqu'un de très, très cartésien, très athée. Nous, dans notre famille, c'était très carré. Il n'y avait pas d'histoire de bon Dieu et tout ça, quoi. Et ma maman a été la première stupéfaite, quoi, qui lui tombe dessus des choses qu'elle n'avait pas du tout envisagées. Et entre autres, cette anecdote qu'elle vivait à l'époque à Béziers, comment dire, elle me dit, elle avait un peu la bougeotte, hein, donc elle déménageait beaucoup. Mais là, bon, elle était divorcée de mon père depuis longtemps. Et puis elle me dit, là, je vais déménager encore. Je dis, bon, t'as déjà déménagé il y a pas longtemps. Oui, mais faut que je parte. Bon, très bien. Elle s'installe dans un nouvel appartement, parfait. Et puis un beau jour, elle me dit, écoute, je vais te le dire à toi, parce que j'ose pas le dire à quelqu'un. Il y a des trucs bizarres dans l'appartement. Des espèces de fantômes. Elle me dit, c'est comme de la fumée, c'est vague, c'est des espèces de formes. Il y a trois, des grands et un petit. Elle me dit, ça me dérange parce que vraiment, au moment de me coucher, il y en a un qui était dans mon lit. Elle me dit, c'est pas possible et tout. Alors, je lui dis, écoute, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Elle me dit, puis vraiment, pourquoi je suis venue habiter là? Alors elle, comme elle était très sociable, elle allait se balader, elle discutait avec des gens, elle connaissait bien la boulangère, les commerçants du quartier. Je lui dis, écoute, essaye d'en parler comme ça, à l'occasion, quand tu rencontres quelqu'un qui est sympa et tout. Et un jour, elle me rappelle, elle me dit, écoute, voilà, j'ai parlé avec la boulangère, justement, et je lui ai dit, elle me dit, vous habitez où? Je dis, j'habite dans la rue telle, à tel endroit, à tel étage. Et la boulangère lui dit, c'est là qu'il y a eu le drame. Alors, elle dit, quel drame? On n'en a jamais parlé. Vous savez, dans cet appartement, il y a eu une famille, un couple et un enfant qui sont morts parce que le chauffe-eau avait explosé. Donc évidemment, mais l'agence immobilière, elle n'allait pas lui raconter ça pour louer l'appartement. Alors on m'a dit donc, voilà, donc ça a été, il y a quelques temps que c'est arrivé, ça a été assez redoutable dans le quartier, tout le monde est au courant. Voilà. Alors donc, maman comprend, fait un peu en se disant... c'est moi qui fantasme ou c'est pas normal qu'il y ait ça, quoi. Et là, toujours pareil, en discutant, elle rencontre une dame qui lui dit, écoutez-moi, si vous voulez, je peux vous faire, vous avez des âmes en peine qui sont restées coincées parce que ils n'avaient pas envisagé de partir, évidemment, ça a été un accident tellement brusque, ils n'ont pas les capacités de partir, de franchir la barrière qui sépare les défunts des vivants. Donc, si vous êtes là, c'est pas par hasard, c'est que vous êtes, c'est votre mission. Il va falloir, il y a tout un truc à faire. Alors on lui a dit, vous allez mettre des bougies, là, vous allez faire des espèces de mantras, de trucs pour dire, allez-y, maintenant vous pouvez y aller tranquille, vous êtes plus vivant, c'est fini, vous avez autre chose à vivre de l'autre côté. Et maman, elle me dit, écoute, moi, elle me dit, j'ai prié. Elle me dit, tu te rends compte, moi, prier? Il fallait prier quand même un minimum. Enfin, y croire, quoi, disons. Et elle l'a fait, elle a été très raisonnable, elle a dit, je le fais, allez. Et puis elle me dit, au bout d'un moment, je les voyais plus, mes formes, mes fantômes. Alors elle me dit, au bout d'un moment, c'était très bien. Puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais dans cet appartement? Mais il est nul, cet appartement. Je déménage. Et elle est partie. C'est drôle, hein, c'est une belle histoire. Surtout venant d'une dame comme ma maman, qui était vraiment tout à fait tout sauf une allumée, quoi. Dans votre livre, vous dites à un moment précis, vous dites, une femme parvient toujours à ses fins. Quelles sont les choses que vous n'êtes pas encore parvenu à faire? Alors là, j'avoue, je n'ai pas posé la question. Parce que j'ai toujours des idées futures quoi, pour plus tard. Mais bon, ça se fera ou ça se fera pas. Mais je sais pas. Maintenant, j'arrive à un stade où je ne suis plus du tout... moi, je suis... Alors là, ça va, ça vient pas. Quoi. C'est pas d'insistance déplacée. On va rencontrer une créature qui a 2 lettres
E.T. Regarde ce qu'ils ont fait de toi. Je suis vraiment désolée. Tu es sûrement mort. Parce que je ne sais plus ce que je ressens. Je ne ressens plus rien du tout. Tu vas ailleurs maintenant. Je croirai en toi toute ma vie. Tous les jours. E.T. Je t'aime. E.T. de Steven oui. Spielberg. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affiche qui était en fait Oui. un pastiche de la chapelle Sixtine avec Ah le doigt oui. de Dieu. Avec oui, c'est vrai. Le doigt oui. de Dieu qui touchait le doigt de C'est l'homme. ça, Et c'est là, ça. c'est le doigt d'E.T. C'est ça. Toujours cette histoire chez Spielberg et Lucas de Oui. religion. Ah, complètement. Complètement. Ah oui, ils sont jusqu'au cou là-dedans. Ouais. Mais en même temps, bon, E.T., je crois que c'est le film où j'ai le plus pleuré de ma vie, quoi. J'ai pas arrêté, quoi. C'est fou, quoi. Ils arrivent à un stade, arriver à ce degré d'émotion, quoi. Surtout avec un personnage comme E.T., qui est quand même pas n'importe qui, quoi. C'est ça. Donc c'est bizarre, quoi. Ah ouais, moi j'ai adoré ça. Bah, c'est un peu dans la même lignée que Rencontre du troisième type, quoi. Dès l'instant où il y a des extraterrestres, moi je suis partante. Vous avez entendu dans l'extrait, il dit pas je t'aimerai toujours, il Non. dirait je croirai toujours Je croirai en toi. toujours en toi. Oui, c'est beau. C'est très beau. Alors vous l'avez un peu évoqué, mais c'est quoi vos croyances, vous, Annie? Ah, moi, je crois en plein de choses. Je suis une optimiste à tout crin, donc je suis. Mais c'est des croyances, je veux dire, qui n'ont rien d'extraordinaire, quoi. C'est des petites croyances tout à fait banales quelque part, quoi. Mais bon. Mais je crois à beaucoup de choses. Et évidemment, vous croyez beaucoup dans vos engagements. Oui, pour déjà. Supprimer. Bah, diminuer les violences faites aux animaux. Déjà, ah oui, ça c'est important. Dans votre livre, il y a plein d'histoires. Avec notamment Stéphane Lamar. Oui, Stéphane. Des Oui. sauvetages. Qu'est-ce qu'on a pu faire comme truc? Il m'a envoyé sur des coups, il a failli mourir 10 fois, se faire tuer par des chasseurs, enfin des trucs horribles. Et ce qui vous avait marqué quand vous étiez petite, c'était ces pêcheurs qui amenaient un chien au large pour Oui, le on l'a couler. récupéré. Oh là là, quelle horreur. Moi, j'étais pas là, c'est que mes parents, quand ils étaient jeunes, oui, mes parents, ils l'ont ramené, il s'appelait Swing. Bah oui, ça se voulait sur le moment, les années 50, par là. Eh oui, carrément un espèce de berger allemand qui était un bâtard, quoi. Il lui avait mis une pierre au cou et il comptait le jeter dans la mer avec une barque pour le noyer. Non, mais horrible. Et du coup, mes parents l'ont pris et on l'a gardé moi je l'ai très bien connu, jusqu'à ce qu'il ait 15 ans, 16 ans. Swing, il est mort de sa belle mort très tard. Voilà, donc ça, on a récupéré, enfin mes parents ont récupéré ce chien, parce qu'il y avait déjà dans la famille des amoureux des bêtes, des chiens et des chats. Donc j'ai repris le flambeau. Alors, là, évidemment, toute la salle croit que E.T. est mort. Oui. Et puis il ressuscite C'est dans ça, une tradition c'est ça, religieuse. bien sûr, oui. Dans votre livre, vous parlez de ce médecin réanimateur de Toulouse, Oui. Jean-Jacques Charbonnier, oui. Voilà. Et vous dites à demi-mot, même si vous les en blâmez pas, mon propre frère est médecin. Donc, oui, d'accord. Mais que les médecins ne sont pas forcément bien formés à aborder ces questions de la vie après la mort avec leurs malades. Oui, c'est vrai, mais pas tous, hein, ça dépend lesquels, c'est toujours pareil, c'est une question de personnalité. Et je pense que c'est de plus en plus quand même, ça s'ouvre à ce niveau-là, de plus en plus. On a de plus en plus de discussions sur ce sujet-là, et surtout il y a eu des avancées, parce qu'on a pris en compte les NDE, par exemple, les Near Death Experience, que beaucoup de gens ont vécu, et qu'on savait que c'était pas des fantasmes ou des rêves ou tout ça, c'est un truc, voilà. Il y a quand même, disons, je pense, beaucoup des avancées quand même intéressantes, quoi, à ce niveau-là. Et je pense quand même que maintenant les médecins sont un peu plus ouverts à ça qu'ils y étaient il y a quelques années, sans doute, j'espère. Si vous aviez cru totalement votre voyante, vous seriez morte aujourd'hui. Et absolument, oui, comme quoi, hein. Oui, c'est vrai, oui, comme quoi, ça change. Alors, les parents de Steven Spielberg voulaient qu'il soit scientifique. Oui, et un jour, il est descendu dans la cuisine, là où étaient ses parents. Spielberg raconte qu'il a pris une petite puce d'ordinateur
et qu'il l'a avalé sous l'œil ébahi de ses parents, c'est-à-dire qu'il a, voilà, et pour montrer à ses parents que non, il voulait faire du cinéma et que c'était à prendre ou à laisser. Quels sont, vous diriez, les 2 ou 3 moments dans votre vie où vous avez eu l'impression de marquer votre territoire à jamais, vous, Annie? Oh, jamais, je ne sais, pas du tout. Mais à vous entendre, on a l'impression que vous êtes mais oui, un être flottant. Mais c'est pas ça, c'est que voilà, j'ai ce genre de trucs que j'ai jamais expérimenté, ou j'ai jamais posé de questions à ce niveau-là. Hein. Moi, je suis assez quand même un peu limitée. Hein. C'est pas très ouvert tout ça. Dans votre livre, vous dites je suis devenu fataliste. Fataliste, oui, c'est le mot. Absolument, je suis très fataliste. Ouais. Ah, moi, je pense que le hasard n'existe pas, par exemple. Je suis persuadée. Le hasard, non. Tout est une espèce de fatalité comme ça qui nous suit depuis le départ. Ça, c'est une évidence. Vous faites encore des spectacles, hein? Bien sûr. Vous étiez il y a un mois près de Vendôme, c'est ça? Oui, à Vendôme même. Oh, on a bien rigolé. Un beau spectacle, Les Transformistes. Ah oui, formidable. Vous êtes dans ces spectacles-là, vous êtes avec votre compagnon aussi à la mise en scène, c'est-à-dire le choix, l'ordre des titres, par exemple, sur un concert. Oh, bah ça, est-ce que c'est de la mise en scène? Non, c'est pas de la mise en scène, parce que c'est tout à fait tranquille, simple. Il n'y a rien de sensationnel. On fait, les gens attendent toujours les tubes. Alors on chante les tubes, bien sûr. On a une bande orchestre, il y a la voix d'Éric dessus, et puis voilà. Puis après, avec Mario, avec mon mari, on fait aussi une partie live à la guitare, avec d'autres chansons un peu plus différentes, quoi. Voilà. Donc, mais c'est toujours on est un peu toujours pareil, ce qui est normal en même temps. Alors dans E.T., il y a un miracle. Je convie tous les auditeurs de Fréquence Protestante. Regardez la séquence où Elliot cherche dans le frigidaire à manger pour E.T., puisqu'il va le nourrir, et il y a un yaourt Yoplait. Ah oui, je ne sais pas comment un yaourt Yoplait comment ils ont fait pour se glisser là-dedans. En Californie. En Californie, il faut le faire. Ouais. On va écouter le dernier extrait choisi par vous. Pareil, un film dont je pense personne n'a entendu parler. Retour vers le futur. Ouais, c'est ça. In my archives, I've got a rejection letter from every single studio. Every single studio. Sometimes more than one from the same and studio. Sometimes we've sent it back twice, rejecting Back to the Future, as a idea for a movie. Alors là, je vous ai un peu. Non, c'est pas la voix de Doc. Alors c'est Retour vers le futur de Robert Zemeckis. Plutôt que de faire écouter un extrait en français d'un film que tout le monde a vu ou beaucoup, Retour vers le futur, qui a eu 2 suites, j'ai pris un entretien qui est sur les bonus de DVD où Robert Zemeckis raconte que ce scénario a été rejeté par tous les studios hollywoodiens et certains l'ont même rejeté 2 fois. Incroyable. Ah ouais. M'étonne pas, à outre mesure. Hein. Ouais. Non, parce que c'est toujours un peu... c'est pas le seul, hein, malheureusement. Il y a eu des précédents. Hein. Oui. Qu'est-ce qui vous a spécifiquement touché dans ce film ? Voilà, d'ailleurs, il y a les 3, moi je les trouve aussi bien les uns que les autres, quoi. C'est ça je suis admirative quand les metteurs en scène arrivent à avoir une constante comme ça, comme pour Star Wars par exemple, et à chaque fois qu'on voit le suivant, on est toujours aussi emballé, et voilà. Et c'est ce qui s'est passé pour ces 3-là, quoi. Et moi, c'est les personnages en plus. Moi, le personnage de Marty McFly, j'adore, quoi. J'ai l'impression que en plus, il l'interprète très bien, quoi, l'acteur, c'est formidable. Et puis tous les autres, le personnage de Doc, il est extraordinaire, quoi, c'est ça. Et voilà, et c'est après, on a ces films-là, quand on les retrouve, c'est comme si ça faisait partie de notre famille, on les connaît bien, on suit l'affaire de très près, puis quand même, c'est incroyable que ils auraient la tour, je veux dire, c'est carrément, mais ils étaient précurseurs en la matière par rapport à Trump et tout ça, c'est quand même fou, quoi. Il a la même tronche que Trump, quoi. C'est ça. Moi, je trouve ça incroyable, quoi. Ils sont arrivés tant d'années avant à reproduire un peu ce qui allait arriver quelques temps plus tard, quoi. Ouais, oui. C'est ça qui est fou. Le scénariste du film, qui n'est pas le réalisateur, raconte que, en fait, ce scénario, il s'est cristallisé sur le fait qu'il était retombé sur les cahiers de délégué de classe de son propre père, qui était délégué de classe, et lui-même était le fils délégué de classe. Ah, c'est marrant. Et il s'est posé la question, est-ce que je me serais entendu avec mon père, qui je pense était mort? Vous voyez encore des thématiques sur l'absence du père. On en revient à ça. Est-ce que, c'est la question à 500 000 euros,
Si vous pouviez retourner dans le passé, Annie, vous changeriez quoi? Dans le vôtre? Ouais, dans le mien. Oh non, je me risquerais pas à ça. Non, je changerais rien du tout. Non. Ça me va très bien comme ça. J'estime que j'ai été gâtée, que je vais pas non plus essayer de changer quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de raison. Non. La voiture qu'on voit dans Retour vers le futur, Oui. elle vous plaît? Ah ben j'avais la même, la Voilà. Passer, mais j'avais la même. Oui, exactement, Et la Passer. votre premier cadeau de mariage, Oui. c'était une Mustang, c'est ça? Une Ford Mustang, c'est pas un cadeau de mariage, c'est Eric qui s'était fait plaisir tout seul et qu'il m'a annoncé l'affaire. Ah, les hommes. Ah ben oui, c'était un fou de bagnole, alors que moi pas du tout, quoi. Donc il était content, moi j'étais content qu'il soit content, tout bêtement. Dans votre livre, j'ai éclaté de rire à cette anecdote qui est un peu liée pour moi à Retour vers le futur, c'est-à-dire Oui. qu'est-ce qu'on oublie, qu'est-ce qu'on garde. C'est ça. Le parrain de votre fils, Oui. Michel Sardou, Oui. ne l'a pas reconnu sur un plateau télé. Sacrée soirée. Non, parce qu'on s'était pas vu depuis très longtemps. Hein, Mais c'est c'était son normal. filleul. Oui, mais malgré tout, je veux dire, quand la dernière fois il avait 3 ans, après il le voit, il a 18 ans, c'est sûr qu'il y a quand même un petit changement de physique. Hein. Non, c'était très sympa, mais on était très copains avec Michel à cette époque-là, et que voilà, on leur a pris comme ça une soirée. Allez, tu vas être le parrain, ouais, génial, allez, youpi, mais ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas plus de liens qui se créent pour autant. Donc après la vie fait que chacun vit sa vie, que voilà, Michel a été extrêmement pris, ce qui est normal, et qu'on se voit plus. Et puis il s'écoule des années avant que tout d'un coup il tombe sur son filleul, mais évidemment qui entre-temps est devenu adulte. Alors c'est sûr qu'il ne pouvait pas le reconnaître. Alors tout à l'heure, vous parliez de Trump et Ouais. des choses prophétiques dans Retour Ouais. vers le futur. Ce qui est touchant, Oui. c'est que quand le personnage revient à Oui. l'époque actuelle, C'est ça. le jeune homme, Oui. nous, dans le décor, on voit des cinémas porno. Oui, On voit des SDF bien sûr. qu'on ne voyait pas en Avant. 1955. C'est vrai. Allez, question très large. Vous vous sentez comment dans le monde d'aujourd'hui? Pas si bien que ça. Pas si bien. Il y a déjà toute une partie que je supporte pas et que je suis, c'est malheureux à dire, mais tous les réseaux sociaux et tout, je sais même pas, mais je vais vous dire, je suis à un point où il y a des termes que je connais pas. Des fois, j'entends des choses, tout lié à l'informatique, hein. Je ne sais pas ce que c'est, quoi. L'autre fois, j'ai dit, qu'est-ce que ça, enfin, j'ose pas le dire parce que ça fait vraiment idiote, mais je suis, totalement réfractaire à tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est clavier, parce qu'en plus, j'ai fait 2 ans de sténodactylo, alors ça m'est sorti par la tête, donc ça déjà un clavier, je peux pas le voir en peinture. Donc moi, envoyer un message, j'en suis incapable. Si, pour écrire oui ou non, ou ça va. Mais je reçois des feuilles et des feuilles de textos de copines. Je me dis, comment elles arrivent à faire avec leurs doigts? Moi, je suis admirative en même temps. Moi, j'en suis incapable. C'est pour ça que je privilégie toujours. Ah, puis j'aime bien parler quand même. Donc, je privilégie toujours la communication par voix. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je me rends compte maintenant que je suis quand même extrêmement décalée par rapport à l'époque. Parce que maintenant, on ne peut pas faire abstraction des réseaux sociaux, de tout ce qui se passe là. Moi, je vois l'autre fois quelqu'un à la télé, il a plein de vues, je sais même pas comment il s'appelle, et c'est une star, et j'ai jamais entendu parler, quoi. Je me dis, mais d'où il sort, celui-là, quoi? Des fois, je vois des affiches dans le métro avec un tel au Stade de France, j'ai jamais entendu parler. Je dis, d'où il sort, celui-là? Enfin, c'est ça. Donc là, je me rends compte vraiment du décalage, quoi. Ouais. Et puis, en sens inverse, il y a aussi il y a une accélération de la notoriété, mais Oui. je remarque aussi qu'il y a une Bien accélération de Bien l'oubli. sûr. De l'oubli, bien sûr. Il y a certains étudiants qui, il y a 10 ans, connaissaient certains films C'est par ça. cœur, et aujourd'hui, ils en ont à peine entendu parler. Puis ce qui me désole, moi, c'est tout le monde soit sur son portable. Alors ça, dans le métro, moi j'ai toujours un bouquin à l'ancienne, mais alors tout le monde, il y en a, mais j'ai pris le train là hier, mais 3 heures d'affilée sur un portable. Alors je me dis, mais ils font quoi? Alors on me dit, mais il y a des jeux. Ah bon, il y a des jeux? Je ne savais même pas qu'il y avait des jeux. Moi, je dis, pour moi, le téléphone, on téléphone, quoi, et puis on dit allô, j'arrive ou quoi, mais c'est tout, ça s'arrête là, quoi, c'est tout. Alors c'est quand même un peu léger, quoi. Eh bien, écoutez, on est au terme de la liste Oui. des films, mais des films que vous avez le plus aimés dans votre vie, mais vous avez prénommé une de vos filles Daisy. Daisy, oui. Est-ce que c'est pas le plus bel hommage qu'on puisse faire au cinéma? Ah, c'est Walt Disney. Alors moi, j'ai toujours été une fan invétérée de Walt Disney. Ça, d'ailleurs, tiens, on parlait tout à l'heure, mes enfants, alors ils se sont pas fait prier, hein. Je les ai envoyés dès leur plus jeune âge, on a été voir du Walt Disney. Et à chaque fois, j'attendais tous les ans le film qui allait sortir, le nouveau. Alors c'était Le Roi Lion, c'était Les Dalmatiens, n'importe quoi. Enfin, tous les films de Disney qui sont sortis. Et comme
quand je voulais une fille à tout prix, et quand j'ai su que ça c'était une fille, j'ai dit ça, je l'appelle Daisy. Ouais. Hommage à Walt Disney. Mais vous n'auriez pas pu appeler votre fils Mickey. Mickey, non, ça aurait été difficile. Ouais. Donald, peut-être. Annie Stone, Oui. est-ce que vous êtes prête pour le questionnaire rituel de fin d'émission? Allez, youpi, on y va. Stone, où étiez-vous lors du passage à l'an 2000, le 31 décembre 1999, à 23h59, quand tout le monde nous annonçait la fin du monde? Ah ben moi je me rappelle très bien, j'étais en gala, nous étions en Belgique, nous chantions, je ne sais plus où exactement, mais en tout cas nous chantions dans une salle, et je me rappelle bien parce qu'on nous avait payé en euros. Oui, c'est marrant. Et donc, c'est la première fois que... Ouais, c'est vraiment ça. J'avais jamais vu de billets des euros, bien sûr. Donc, ça a été, en plus, on était tout... on a l'impression qu'on nous donnait des images, quoi. C'était ça, voilà. Donc, je me rappelle très bien. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour un dîner en tête-à-tête, ce serait qui? Oh, alors là, il y en a... C'est pareil que les films, il y en a tellement. Ouais, je serais incapable de... Ça serait entre... je sais pas, Martin Luther King, Simone Veil, je veux dire, tous ces gens que j'admire énormément, voilà, ça serait... Mais moi, je serais tellement impressionnée par, je sais pas, je les laisserais parler, mais je suis pas sûre de pouvoir en placer une, parce que c'est des gens, pour moi, qui sont tellement plus hauts que nous. Ne soyez pas trop humble. Si, quand même, si, faut constater l'affaire. Quel est le livre que vous avez le plus offert? En fait, j'ai jamais offert tellement de livres. Non, c'est pas un truc que j'offre. Aussi, je le prête, mais souvent je le récupère après. Mais il n'y a pas un livre. Moi, quand je lis un livre qui me plaît bien, je le fais partager à d'autres personnes, mais il me revient après. Donc je l'offre pas. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un musée, puis en déambulant comme ça, en pensant à rien, vous vous retrouvez face à une peinture, une sculpture, et vous vous dites, mais c'est moi que je suis en train de regarder? Non, en fait, ça m'est arrivé, oui, comme ça, de voir un dessin ou quoi. Moi, je me dis, ça me ressemble, mais sans plus, quoi. Je me projette pas non plus là-dedans, non. Imaginons que vous soyez en conflit avec un ancien ou une ancienne amie, vous dites ça a assez duré, il faut enterrer l'âge de guerre. Quel est le DVD que vous envoyez par la poste pour lui faire comprendre vos sentiments de retour d'affection? Alors là, je vais vous dire, le DVD, non, c'est pareil, je n'offrirai pas de DVD. Je préférerais rencontrer la personne de visu et s'expliquer une bonne fois pour toutes, voilà. Mais je pense pas que le DVD soit utile, non. Si demain matin, vous pouviez tout prendre avec vous, tout, votre compagnon, vos animaux, vos combats, demain matin à 9h, dans quelle ville vous télétransportez? Justement, je retourne chez moi dans mon Bourbonnais natal. Enfin, pas natal, je suis à Paris, mais bon, de familial, quoi, voilà. Je vois pas d'autres endroits où je pourrais être le mieux. Vous prenez un peu un joker, là. Ouais, non oui, c'est un peu ça, mais bon. Aller où? À Paris, j'y suis, puis aller ailleurs, non, ça m'intéresse pas. Il n'y a pas une ville ou un village qui un jour vous vous êtes senti au bout de quelques secondes, je suis ici chez moi? Ah non, pas du tout, non, j'adore voyager, aller dans plein d'endroits, mais non, ça, on ne fait que passer. Quoi, voilà. Quelle est la dernière fois que vous êtes retourné sur le lieu où vous êtes né? Non, je suis jamais retournée. Je suis née à l'hôpital Rothschild à Paris dans le 12e et non, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Est-ce que vous avez déjà songé à la musique que vous voulez que vos proches écoutent lors de vos funérailles? Bien sûr, un peu de rock'n'roll, Bebop Lula, des trucs comme ça, Elvis Presley, voilà, c'est ça que je voudrais, bien sûr. Et la dernière question, qui nous vaut souvent des réponses très étonnantes de nos invités, quand vous avez une décision à prendre importante que vous ne pouvez plus reculer, est-ce que vous avez un toc ou un gris-gris qui vous permet de prendre la décision? Marguerite Duras racontait qu'elle ne pouvait se mettre à écrire que si son lit derrière elle était impeccablement fait, que c'est devenu une obsession. C'est drôle. Tant que c'était pas impeccable, oui, elle ne se mettait pas à écrire. Oui, je vois ça, mais moi non, je vois pas trop ce que je pourrais. Non, je suis pas très superstitieuse. Je suis pas le côté comme beaucoup de chanteurs avant d'entrer en scène. Il y a tout un cérémonial avec. Moi non, c'est pas un truc qui me branche, ça, absolument pas.
Merci beaucoup d'être venue, Annie. Merci bien à vous, c'est gentil. Quels sont il y a déjà des dates de spectacle qu'on connaît? Il y a plusieurs dates, mais bon, pour le moment, c'est un peu partout en province. Voilà, il n'y a rien de... j'ai même pas en tête, j'ai pas mon carnet là, je sais plus. Vous voulez dire que vous n'avez pas votre téléphone dernière non, génération? Non, mais j'ai même pas de téléphone du tout. J'ai un téléphone, on a un téléphone pour deux, un portable, qui sert que pour téléphoner. Donc ça reste aussi, une fois de plus, léger. Et comme on l'a évoqué plusieurs fois dans l'émission, je rappelle votre livre, Complètement Stone, écrit par vous, aux éditions Robert Laffont. Oui, merci Pierre. Merci Annie, à bientôt.